Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut Pank et tous nos fidèles. Ou nouveaux, Alors, bien sûr. au nouveau, effectivement. Alors, tiens, tu me fais penser qu'on a eu une petite question la semaine passée. Alors, attends, où est-ce que je vais pouvoir la voir? Peut-être dans Studio. Hop. On a une question qui a été posée par rapport au fait que éventuellement José aurait-il changé sa méthode aujourd'hui vu qu'il s'était adapté? Je vais te relire exactement les termes. Hop. Alors. Là, voilà. Alors. Salut Pank, d'après ce que vous dites, José Silva, après l'élaboration de sa technique, n'a cessé de la peaufiner, le processus que lui-même a créé et enseigné. Est-ce qu'il serait pas logique de penser qu'aujourd'hui, il serait favorable à un réajustement? Après tout est perpétuelle transformation. Non, merci encore pour ces partages. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que José, s'il avait été encore en vie, il aurait modifié un peu sa méthode, complété? Comment tu l'aurais perçu, ça? Donc, quand on dit toutes les transformations, ça pourrait dire d'abord les découvertes neurologie, psychologie, etc., mais ça pourrait aussi être l'état du monde actuel, façon politique, sociale, etc. Donc, mais franchement, je ne crois pas qu'il y avait moyen, il y avait une raison pour changer les techniques. Et là, déjà, évidemment, moi, je n'ai pas appris Silva avant 1988 en tant qu'instructrice, mais depuis tout le temps après, jusqu'à ce qu'il est mort, justement, il a toujours dit que les techniques marchaient comme ça, il n'y avait pas besoin de les changer. Je comprends que la méthode dont on pourrait l'expliquer pourrait changer. Ouais. José Silva lui-même a fait ça. On a déjà vu que d'abord, il parlait d'objectifs subjectifs, puis il a introduit l'idée de hémisphère gauche, hémisphère droit, quand c'était toute la rage parmi les scientifiques. Et ça, mais franchement, quand je regarde toutes les techniques, je ne vois pas qu'il y a une technique qui en lui-même est démodée. Toutes les techniques fonctionnent toujours. En fait, on a découvert beaucoup plus sur le fonctionnement de nos cerveaux, mais ça n'a pas changé la façon dont les cerveaux fonctionnent. Et je crois que plus on apprend, franchement, plus on dit, waouh, en fait, cette dernière découverte, par exemple, c'est quelque chose qui renforce justement déjà pourquoi une technique fonctionne tellement bien, sans vraiment changer les techniques. Oui, je comprends. Effectivement, la question, elle pouvait se poser, sachant que il a pas mal cherché, mais tu as raison. Toi, tu l'as eu en plus pendant pas mal d'années, où ça s'est développé, où il a développé en plus des cours complémentaires. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'il est resté sur la même structure de fond, toujours avec les mêmes techniques, qu'importe que ce soit pour du business, que ce soit pour de la vente, que ce soit pour les enfants. Alors les enfants, c'est encore un peu différent, mais il a quand même mis pas mal d'éléments qui sont communs à ce qu'on connaît dans le cours de base. Justement, et dans un récent courriel de Ed, il a remarqué effectivement qu'il y avait un cours business, il y avait un cours pour les sportifs, on aurait pu même faire un cours pour les âgés, mais c'est le même cours de base, c'est les mêmes techniques, mais on donne des applications un tout petit peu différentes. Tu peux utiliser comme ceci, comme ça. Donc, les idées de comment les appliquer peuvent changer ou bien être adaptées selon le public qui en a besoin. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait changer les techniques. Elles fonctionnent très bien comme ça. Yes. Nickel, merci pour la réponse. Donc Mina, tu nous diras ce que tu en penses. Nous, on reprend donc ce vendredi soir du cours avancé de 72 et on s'était arrêté sur la partie de rectification des idées fausses sur l'hypnose. Donc,
comme vous avez pu le constater, dans la première partie du cours avancé, il a quand même beaucoup mis en avant l'hypnose, le magnétisme, le mesmérisme pour être plus précis, et différents modèles. Il a parlé de méditation transcendantale, etc. Et il a parlé bien sûr de méthode, comment elle se plaçait par rapport à ces différentes disciplines. Et du coup, là, il recadre à nouveau sur l'hypnose. Donc, José dissipe plusieurs mythes concernant l'hypnose ou entrer en alpha, theta. Fermer les yeux ne signifie pas automatiquement être hypnotisé. Cela peut simplement indiquer une passivité ou se diriger vers l'état delta. Alors, on va reprendre step by step parce que je trouve que c'est assez intéressant de revenir dessus. La notion de fermer les yeux en hypnose, ça n'a rien. On ne va pas estimer que quelqu'un est hypnotisé parce que les yeux fermés. Sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois que vous fermez les yeux, vous êtes hypnotisé. Ça paraît un peu étrange. En général, c'est conseillé de fermer les yeux pour éviter d'avoir des distractions et de ne pas pouvoir complètement se focaliser sur ce qui est dit, ce qui doit être imaginé, ce qui doit être visualisé, etc. C'est une des raisons pour laquelle on fait fermer les yeux. Néanmoins, il y a tout ce qui est travaux en fascination, il y a tout ce qui est travaux en focalisation sur un objet, sur une lumière, sur un espace, où tout ça, ça se fait les yeux fermés. Même si, au bout d'un moment, on peut avoir ce qu'on appelle la fatigue oculaire qui peut faire fermer les yeux, il y a aussi des séances d'hypnose qui se passent complètement les yeux ouverts. Alors, ça dépend des personnes et ça dépend aussi du style. On peut très bien décider de faire une hypnose conversationnelle et où la personne n'a pas les yeux fermés et pour autant, on l'oriente vers une transe. Pour reprendre de la méthode Silva, quand vous activez vos 3 doigts, que vous mettez à niveau, vous n'êtes pas toujours les yeux fermés, surtout quand on va reprendre par exemple méthode Silva et business ou commerce ou vente. Il dit bien vous allez faire votre deal, vous n'allez pas fermer les yeux quand vous allez dealer avec quelqu'un. Vous n'allez pas commencer à partir les yeux fermés avec plein de mouvements ou au contraire complètement ne plus bouger alors que vous êtes en dialogue avec quelqu'un. Et la méthode 3 doigts nous montre bien qu'on peut être en transe. Alors, on ne va pas parler de transe hypnotique, mais à ce niveau pour la méthode, et avoir les yeux ouverts. Donc, cette notion à dire les yeux fermés voudrait dire automatiquement que c'est de l'hypnose. Non, mais avoir les yeux ouverts ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus en hypnose, ou en transe, en tout cas. Ça m'a toujours intrigué, en fait, cette idée de hypnose conversationnelle. Est-ce que la personne est vraiment en transe ou est-ce qu'elle est simplement plus facile à suggérer des choses? Parce que, en fait, si tu prends la définition de hypnose de Dave Hellman, il ne parle pas de transe, il parle simplement contourner l'esprit critique et établir la pensée sélective, ce qui veut dire simplement se concentrer sur une chose. Ouais. Mais là, il ne parle pas d'un état de conscience différent ou de transe, c'est simplement on contourne l'esprit critique. Et effectivement, c'est ça qu'on fait dans les hypnoses conversationnelles. La personne peut accepter quelque chose que normalement, il n'allait pas accepter parce que la logique va l'empêcher. Mais est-ce que toi, tu dirais, il est quand même en transe, les yeux ouverts? Oui. Moi, je le mettrais. Puis j'appellerais même ça waking hypnosis, tu vois. Ça revient du waking hypnosis de Dave Hellman. Si on reprend cette notion, c'est l'hypnose éveillée de Dave Hellman. C'est où on arrive à orienter, diriger, driver à un moment donné. Le facteur de jugement est assez bas, le facteur critique est assez bas. Et qu'on ait les yeux fermés ou pas, il y a des phénomènes hypnotiques. On le voit notamment quand on papote avec les personnes qui ont les yeux ouverts et qui, il y a ce qui se passe, où ils vont avoir par exemple leur main qui va rester un certain temps, ils vont nous regarder comme ça, les yeux dans le vague, parfois des oublis. Ah ben attends, je voulais te dire quelque chose. Et ça, dans l'hypnose conversationnelle, ça nous permet de savoir, dans le waking hypnosis, en hypnose éveillée, le mot n'est pas super, mais on se comprend, ça nous permet d'avoir des marqueurs de phénomènes hypnotiques.
Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir pincer la personne pendant qu'on lui parle parce que ça ferait un peu bizarre, mais on se rend bien compte que petit à petit, le rythme de sa voix peut changer. On voit que la personne est de plus en plus focalisée sur nous, que parfois le clignement de ses yeux va diminuer, il va y en avoir moins, qu'il y a vraiment une focale, qu'il va y avoir, il y a vraiment des blocages. On voit la personne qui part et on sent cette distanciation. On lui dit quelque chose et on voit qu'elle est en train de plus être avec nous, en fait. C'est comme si elle était en train d'internaliser l'ensemble des éléments qu'on est en train de dire, mais qu'elle ne va pas fermer les yeux parce qu'on est dans une conversation à ce moment-là. Et pour moi, à ce moment-là, on est dans une transe qui est du waking hypnosis, le but pour moi, par exemple, quand je vais en faire, c'est chercher le niveau somnambulique. Mais comme je te dis, je ne peux pas m'assurer qu'elle en est parce que je ne vais pas pincer la personne pour dire, bon, est-ce que la personne entre en niveau somnambulique? Par contre, que je vois des catalepsies mineures, des catalepsies majeures, des blocages et des oublis, ça, c'est assez fréquent. Oui, d'accord. Oui. Tu vois, moi, je le modélise les phénomènes hypnotiques sont présents, c'est une transe hypnotique. D'accord. Exactement. Pour moi, à partir du moment où il y a phénomène hypnotique, c'est une transe. On peut faire venir, et ça c'est un des éléments qui est assez intéressant en hypnose, c'est qu'on peut faire venir une transe par la création d'un phénomène hypnotique. Or, d'habitude, on dit c'est le niveau qui emmène le phénomène, alors que tu peux créer le phénomène pour que le niveau advienne. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on peut prendre des personnes parfois from scratch. On fait une démo, on pince la personne, on lui a rien dit, on l'a pas mis en transe officiellement. On la pince, elle dit aïe, tu fais ok, maintenant respire profondément, concentre-toi, je vais à nouveau te pincer, tu vas simplement diminuer cette douleur, cette gêne, cette problématique du tête, ça va trop bien, paf. Et la personne, elle dit j'ai moins mal. Ouais. Et donc, non, elle n'était pas à niveau. C'est juste que l'action qui a été faite, plus l'attente du phénomène hypnotique, plus le début du phénomène hypnotique qui est je sens moins, amène le niveau. Et c'est le phénomène hypnotique qui a généré le niveau et en même temps le niveau qui va confirmer le phénomène hypnotique. Et ça, c'est un des trucs amusants. On peut y aller par le niveau ou on peut y aller par le phénomène hypnotique. Oui, ça me rappelle quand Dave Elman disait simplement fais semblant, pretend, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Donc, on crée le phénomène hypnotique directement sans savoir. Et puis après, oui. Et j'ai vu Bert induire une hypnose assez profonde. Pas quelqu'un qui disait, mais je ne crois pas, etc. Il dit simplement, pretend you're in hypnosis, pretend you're deeper in hypnosis, pretend you can't hold your head up. Donc fais semblant, fais comme si. Et simplement, en suivant les instructions des phénomènes, en fait, la personne a produit une transe hypnotique. Oui, c'est fascinant, ça. Oui. Ça, c'est amusant, c'est amusant. Du coup, tu vois, tu peux même avoir, parce que moi, il y a des moments, à l'époque où je regardais constamment, je le fais toujours, mais je le fais moins remarquer. Avant, tu vois, par exemple, quelqu'un prenait son café, puis il restait comme ça, puis il restait longtemps. Puis à un moment, je me suis dit, t'as vu, ça fait un paquet de temps que tu as laissé ta main en catalepsie. Oui. Et bon, le gars, direct après, il repose son verre, parce qu'il vient de conscientiser qu'il était inconsciemment en train d'avoir une catalepsie. Et pour montrer qu'en fait, il est maître de ce qui est en train de se passer, il repose son verre. Mais ce qui est amusant, c'est de pouvoir lui faire remarquer et de dire, là, il est en train de se passer quelque chose en toi. Et même s'il redescend, le fait que tu aies fait valider la catalepsie est en train de nourrir le niveau de transe dans lequel il est, parce que d'un coup, il est focalisé sur le fait qu'il ait eu une catalepsie ou le fait qu'il retire le fait qu'il ait eu une catalepsie. Mais du coup, il est focalisé sur un seul élément qui est juste ce phénomène qui vient de se passer et que tu viens de lui faire conscientiser. Donc, maintenant, il n'a plus que l'attention dessus, ce qui prouve que tu es déjà en train de vivre une induction et un approfondissement plus un phénomène hypnotique au travers d'un phénomène hypnotique qui s'est fait naturellement. Et ça, c'est assez amusant à voir et à comprendre qu'on peut l'exploiter à longueur de temps, notamment dans le waking hypnosis, dans tout ce qui va être hypnose conversationnelle, ou hypnose d'échange du quotidien, tu vois. Alors, les trans sont nombreuses et pas nécessairement hypnotiques. Une transe est simplement une concentration intense sur une seule chose possible, même en bêta. Alors ça, moi j'adhère, parce que c'est toujours assez important de préciser que on a des trans qui sont multiples. La transe, alors moi dans ma définition, et bien sûr il y en a qui ont plein de définitions, mais moi je reprends, très souvent j'explique l'hypnose comme
une discipline qui exploite la transe. Et la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Pour moi, la transe, c'est la communication conscient-subconscient en diminuant le facteur de jugement, en contournant, en bypass le critical factor, en contournant le facteur critique. Pour moi, c'est ça la transe. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que toute transe est hypnotique. Toute transe, toute communication conscient-subconscient, en diminuant le facteur de jugement, peuvent avoir lieu dans plein de domaines. Quand on fait du sport, quand on regarde la télé, quand on lit un livre, quand on parle avec des amis, personne n'est pas en train d'être dans un cadre d'hypnose. Et c'est en ça où c'est important de comprendre. Quand on parle de transe hypnotique, c'est qu'il y a vraiment une intentionnalité, c'est-à-dire un cadre dans lequel on met la transe. Je fais vivre un phénomène naturel, d'ailleurs c'est ce qu'on explique beaucoup en pré-talk, c'est-à-dire quand on explique un peu ce qu'est l'hypnose aux gens, on leur dit, vous avez déjà vécu des transes. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas vécu des transes forcément hypnotiques, vu qu'ils ne sont pas allés voir un hypnotiseur. Mais ils ont vécu des phénomènes que l'hypnotiseur va réexploiter dans un cadre hypnotique. La nuance, elle est importante. Du coup, on vit plein de transes qu'on appelle, ce que Milton Erickson avait appelé les daily trance, les transes du quotidien. Et ces transes du quotidien, on les retrouve quand on conduit, quand... la question est plutôt à se demander quand est-ce qu'on ne vit pas de transe du quotidien. En fait, on passe d'une transe à une autre. On est focalisé sur un truc, puis sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Et au bout du compte, on s'aperçoit que parfois, on n'est même pas. C'est pour ça qu'il y a autant de mindfulness aujourd'hui. On n'est même plus conscient de ce qui est en train de se passer réellement parce qu'on ne fait que de passer sur des formats automatisés à ce moment-là. Donc, exprimer à quelqu'un l'idée que oui, la transe est quelque chose qui n'est pas que hypnotique, c'est vrai. Et la transe hypnotique, elle est bien spécifique. C'est dans un cadre qui soit un cadre ludique, hypnose de scène, hypnose de rue, que ce soit un cadre d'accompagnement, hypnose thérapeutique, hypnose médicale, hypnose opératoire. On va vous faire une opération avec de l'hypnose, hypnobirthing, etc., etc. Dans ces cadres-là, on a un ensemble de règles et de normes. C'est-à-dire que la personne qui va être en transe, c'est une transe qu'on va orienter, c'est-à-dire qu'il y a un opérateur. Et l'idée, c'est que la transe soit dirigée par l'opérateur pour que le sujet, si on est en scène, le consultant, si on est en thérapie et autres, puisse vivre sa transe dans un cadre soit d'amusement, soit de recherche, de mieux-être, de bien-être, d'apaisement, d'un pathos X ou Y. Ce cadre est bien spécifique. On utilise une transe dans un modèle thérapeutique ou ludique bien construit avec un début, une fin. On sait quand ça se finit et on sait ce qu'on vient chercher. Et on sait dès lors ce que l'opérateur va faire avec nous parce que c'est pas, ça ne vient pas comme si je lisais un bouquin et je pars dans mes souvenirs. Là, si j'ai un souvenir, c'est qu'en général, c'est associé au pathos, à la problématique que j'ai. Donc, à ce moment-là, c'est une transe dite hypnotique parce que orientée par un opérateur, même si on peut se dire que toute transe, toute hypnose est auto-hypnose, si on reprend Develman, mais elle est orientée, ce qu'on appelle de l'hétéro-hypnose, avec un objectif qui est un objectif de séance. Je veux aller mieux, je veux moins faire ceci ou plus faire cela, ou inversement, un objectif de session avec, là, on va passer 1 heure à rigoler ensemble en hypnose de scène. Voilà. Il y a un objectif, tout est clair et c'est déterminé, et on sait qu'il y a un début, une fin. Et en ça, c'est une transe spécifique parce qu'avec ses règles, ses codes, ses cadres. Et effectivement, il y a plein d'autres transes. On va courir ou on joue au foot. On est à fond dedans, ou même pas. On joue même pas au foot, on regarde un match de foot et il y a un match important. On rentre en transe. Ouais, on est avec les copains, on crie, on voit que notre équipe perd, notre équipe gagne, on n'est pas bien. On vit tout. Mais on appelle ça le zone, n'est-ce pas, en sport aussi. Oui. Exactement, et on peut rentrer dans la zone, on peut rentrer dans une zone en tout cas, dans le flow. On peut vraiment avoir cette notion et se dire, tout ce que je vis, je le vis hyper intensément, c'est des expériences complètement à part, et effectivement, il y a eu un phénomène inductif, il y a eu des suggestions, les joueurs qui jouent, le but qui est marqué, l'équipe qui perd ou l'équipe qui gagne, et ça crée un ensemble d'éléments qui ne sont pas forcément hyper conscientisés, qui sont très instinctifs, très inconscients, subconscients, qui amènent. Donc, effectivement, toute transe n'est pas transhypnotique. Et la méthode Silva utilise des trans, mais qui sont du coup des trans mode Silva. C'est pas, lui, il appelle ça alpha ou theta.
C'est des niveaux, on pourrait dire, mais c'est… Voilà, et la personne va à son niveau. Mais Exactement. À ta transe personnelle, quoi. Oui. Exactement. C'est juste que, vu que José ne voulait pas cette espèce d'excès de l'hétéro-hypnose, c'est-à-dire de la suggestion de l'opérateur, et rendre les diplômés autonomes. Oui. Donc, c'est pas une transe hypnotique, au contraire, c'est une transe qui se veut le plus auto-hypnotique possible, donc le plus autonome possible. Et c'est ça qui fait la spécificité de la méthode Silva. C'est de dire, vous êtes capable d'aller à votre niveau. Vous respectez votre niveau, vous connaissez votre niveau, vous y retournez, vous utilisez vos 3 doigts, vous utilisez votre visualisation, vous visualisez, vous créez votre labo, etc. C'est votre transe Silva. Mais chez Silva, on n'appelle pas ça transe parce que, et on peut le comprendre, hein, les trans, c'est aussi associé aux trans chamaniques, aux trans ésotériques, aux trans de plein de choses, où parfois on peut se dire c'est un peu foufou, alors que là, la méthode se veut au contraire l'apaisement, calmer du stress, créer des objectifs, aller vers ces objectifs, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc passionnant de capter les trans. Oui. Et ce qu'il dit dans une deuxième partie, donc une transe est simplement une concentration intense sur une seule chose, et on revient à ce que disait Lee tout à l'heure, cette focalisation. Sélectivité des pensées, hein, c'est vraiment la notion allemandienne, c'est je me focalise sur quoi. J'enlève l'ensemble des éléments qui peuvent être gênants, et vous l'avez remarqué quand vous avez fait vos cours. Il y a des moments où vous avez des distorsions de temps, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte quand Lee ou un de vos instructeurs vous demande pendant la relaxation profonde la plus longue, là, qui dure 45 minutes, combien de temps s'est passé. Il y en a qui disent 15 minutes, il y en a qui disent 1h30. Et souvent l'instructeur ou Lee vous disent ça, c'est une distorsion de temps. La transe dans laquelle vous avez été à ce moment-là a complètement distordu les perceptions. Et vous vous êtes concentré simplement pendant tout ce temps-là parce que l'opérateur est en train de vous proposer les images, les sensations, etc., etc. Cette hyper-focalisation, c'est ce qui fait qu'il y a un effet, que vous ressentez des choses, que vous voyez, que vous êtes capable de restituer une partie de ce qui a été dit. Vraiment intéressant, ça. Alors, être en alpha ou θ ne signifie pas être inconscient. Donc, là, effectivement, je pense que là encore, si vous avez fait cours avec Lee ou les autres, elle vous dit bien, vous ne dormez pas. D'ailleurs, souvenez-vous, si jamais tu ne reviens pas quand, à la fin de l'exercice, je viendrai taper 3 fois sur ton épaule et automatiquement, tu reviendras. Ce qui prouve à quel point tu n'es pas en train de dormir. 99% des participants émergent, alors c'est ce qu'on appelle émerger en hypnose, mais ressortent de l'état dans lequel ils étaient, alpha ou θ, simplement à la fin de l'exercice. Justement, j'ai eu plein de gens qui ont dit, mais j'étais totalement endormie, je ne me rappelle pas du tout de l'exercice, mais ils ouvrent les yeux à la fin. Même les gens qui sont en train de snore, comment dire? De ronfler. De ronfler, oui. En 30 ans, plus que 30 ans maintenant, de enseigner Silva, j'ai dû taper sur l'épaule 3 fois. C'est tout. Et j'ai dû faire des milliers de gens quand même. Et c'était, dans tous ces cas, c'était les jeunes hommes adolescents. Ils ont ces capacités d'entrer en θ pour… Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est intéressant parce que Lia, elle le répète à chaque fois. J'imagine que les instructeurs en général le font, mais c'est vraiment… Non, vous ne dormez pas. La preuve, l'exercice est fini. Parfois, vous avez mis 1 minute de plus à émerger, mais vous êtes revenu. Et c'est ça qui est amusant. Et vous allez dire, ouais, mais je me souviens de rien. Oui, ça c'est autre chose. Peut-être que vous étiez un peu trop en θ, peut-être que vous étiez… Donc, du coup, la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient. Mais parfois, ce qui se passe, c'est que le conscient prend moins de place que le subconscient. Du coup, vous n'avez plus conscience de ce qui se passe. Et ce qu'a voulu José, c'est pour ça qu'il insiste autant avec Alpha, c'est que lui, il veut que vous restiez conscient. Il veut que vous ayez une transe qui soit vraiment de dialogue, d'écoute, d'échange, et que le conscient, à aucun moment, ne disparaisse. D'ailleurs, en hypnose, d'accompagnement, moi, je sais que je dis à tout le monde,
Tu parleras. Oui, mais j'ai du mal à parler en hypnose. Je m'en fous, tu parleras. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, je sais que tu peux être en transe et parler. C'est peut-être moins confortable, moins agréable. Et tout. Mais on est là en thérapie, on n'est pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour te faire des papouilles, tu n'es pas en massage. Tu es là pour vivre un cheminement avec toi-même, à te découvrir, à m'exprimer les choses. Si moi, je ne sais pas, par exemple, la dernière fois que je suis passé voir Lee, il y a 2 semaines, elle était sur la phase des régressions et elle avait une dame qui mettait un peu de temps à répondre. Mais ça va, elle répondait, hein, elle était clean là-dessus. Mais si ça a été... Alors, Lee, elle est toute douce et tout. Moi, j'aurais dit non, mais c'est bon, réponds plus vite. Parce que pour moi, j'aime bien donner du rythme. Mais après, ça, on s'en fiche. L'important, c'est que la personne, elle soit pas en mode et elle parle pas. Et on sent que ça vient de loin et qu'elle met 2 heures à parler. Ça veut dire que pour nous, dans ce qui nous intéresse, c'est déséquilibré. Comme pour Sylva. Il ne faut pas qu'à un moment, votre conscient disparaisse. Que ça soit difficile d'être conscient de ce que votre subconscient vous dit. En somme, quand vous êtes en alpha et que, je sais pas, vous êtes dans le labo, vous êtes en train de faire votre truc et il y a des idées et des choses qui viennent ou des images qui peuvent être travaillées parce que vous avez vos guides, parce que vous avez toutes les personnes qui sont cool pour vous. Ça serait dommage d'oublier, de zapper ou de ne pas finir ce que vous avez commencé parce que vous basculez. Alors, c'est aussi parfois ce qu'on appelle une fuite. Hein. C'est aussi un moyen de se dire ouh là, je ne vais pas traiter ça, ça devient un peu compliqué. Ça risque de bouger trop de choses dans ma systémie et tout. C'est possible. Mais nous, notre but en hypnose et en Sylva, c'est de dire non, il faut rester un maximum dans ce dialogue. Et si je sens que je pars, ne pas hésiter à se dire ok, j'émerge, je sors un peu, je reviendrai sur ce thème, mais je reviens avec ça. Et un petit peu comme ce que vous faites la nuit, quand vous êtes en train de faire votre travail sur les rêves, vous notez ce que vous avez fait à la fin de votre séance parce qu'il y a quelque chose qui l'a émergé. Vous sentiez que vous allez vous faire inspirer par ça et que peut-être ce n'était pas le moment. Pas de recul, etc. Et ça, je trouve que c'est important de... quand il parlait de contrôle mental, là, on comprend le mot. Le mind control, là, il est important. Sinon, c'est subconscious mind control. Et dans ce cas-là, c'est plus votre mind, votre conscious mind qui bosse. Qu'est-ce qu'il y a, Ali? Tu vois, lui, peut-être 2 phrases et tout le reste, c'est notre commentaire. Oui, bah oui. Mais pour pas changer. Parce qu'il y a tellement de choses qui... franchement, je ne comprends pas comment on a pu condenser ça dans un seul cours, mais voilà. Ouais, mais après, parce que maintenant, on a du recul et qu'en plus, tu as vu, on ajoute de nos connaissances, d'autres systèmes et autres. Et je pense que... le fait qu'on aime beaucoup l'hypnose, qu'on soit passionné par l'hypnose, ça nous donne aussi une cartographie qui correspond en plus à coup de bol, qui correspond vraiment à celle de José, sachant qu'il a été aussi passionné par ça. Quoi. Donc là, on a vraiment... Et ce qui fait que ça nous permet, je pense, d'interpréter, parce qu'on interprète là, on n'est pas, malheureusement, il n'est plus là pour nous dire oui, non, ça se trouve, on se gourre complètement. C'est aussi la force de l'interprétation. Hein. On dit ça parce que tu as ton expérience, moi j'ai mes petites connaissances, et c'est se dire, bon, ça peut aussi dire ça. On ouvre des voies, on ne dit pas que c'est la vérité. Hein. C'est pas notre truc. Mais effectivement, on interprète beaucoup. Ouais. D'ailleurs, tu vois, il est déjà 28. Bon, attends, on finit une dernière phrase. L'individu reste conscient et peut répondre aux questions, même s'il peut les oublier plus tard. Et c'est exactement ça. Ouais. Cette notion en hypnose, il peut y avoir ça. Le oublier plus tard, c'est un des grands problèmes et non-problèmes de l'hypnose. Moi, je ne suis pas un fan du fait d'oublier. Non plus. C'est jamais. Ouais, s'ils veulent, hein, mais je suggère carrément, tu peux te souvenir de tout ce qui sera utile, bénéfique, etc. Et s'il veut créer une amnésie, d'accord. Mais moi, je suggère jamais qu'on va oublier. J'aime pas ça. Parce que je préfère qu'il revient avec ça dans sa conscience. Mais je comprends que même Erickson, apparemment, a fait exprès qu'on oublie pour que l'esprit conscient n'interfère pas avec ce qui s'est passé dans le subconscient. Ouais. Peut-être dans certains cas, c'est utile, mais franchement, moi, j'ai toujours senti un peu mal à l'aise avec ça. Ouais. C'est vraiment un des points, je pense qu'il n'y a pas que Erickson qui l'a fait, mais Erickson a appuyé pas mal dessus. En fait, dans les cours avec Erickson,
en tout cas dans sa méthode, il y a exactement ce que tu viens de dire. L'idée est d'éviter un sabotage. Donc pour ceux qui ont suivi les cours de Lee sur l'auto-sabotage, etc., c'est intéressant parce que parfois le mot sabotage, moi je veux le remplacer par évitement. Parfois on n'est pas prêt. Donc c'est vrai qu'on peut éviter, genre oublier quelque chose volontairement, alors que ça il faut absolument pas l'oublier, ou inversement rendre un peu confus ou se souvenir de quelque chose qui en fait n'a rien à voir d'important dans l'histoire de notre problématique. Tout simplement parce que psychiquement, on n'est peut-être pas prêt, ou si on est prêt et mûr psychiquement, il se peut que notre environnement, le système dans lequel on est, si on commence à admettre cet élément-là, ça va nous faire changer nos comportements. Et donc, ça risque de mettre un gros problème dans notre système familial, travail, émotionnel, intellectuel. Il peut se passer plein de trucs. Donc, parfois, on va avoir cette tendance je vais utiliser ce mot-là, à se saboter un petit peu, à éviter de résoudre le problème, alors que la clé, la porte, tout était là pour que ça soit OK. Mais il y a ce mais. Ce mais qui pour nous, n'est pas connu et parfois pour la personne n'est même pas consciente. Et Erikson, dans sa logique, c'était de dire, alors, il faut bien penser que quand avec Jay Haley, ils ont développé le principe de thérapie brève, et c'était thérapie orientée solution. Et il y avait cette espèce d'idée pas bête du tout, hein, même très très intelligente, de dire chaque séance que l'on fait sur une problématique, c'est une séance hyper définie sur un sujet, donc un objectif bien précis, auquel à la fin de la séance, la personne doit pouvoir se dire « je vais mieux » ou « ça avance ». Du coup, la notion de dire tu vas oublier l'ensemble des éléments qui peuvent être problématiques ou autres, et tu vas émerger en gros parce que tu sortiras de cette séance comme si tu sortais d'un rêve le matin, et tu sais que petit à petit les choses vont s'amenuiser, disparaître et autres, et tu vas simplement te sentir en pleine forme, plein d'énergie, prêt à continuer à sentir que ça va mieux. Cette notion fait que tu finis ta séance en te disant « Waouh, je me sens bien ». Waouh, quand je repense à mon truc, j'ai rien qui me vient à l'esprit. J'ai pas un mouvement de corps ou une émotion qui me revient. C'est cool parce que la personne se dit waouh, j'avance. Mais après, on peut bien sûr, moi je suis pas fan du tout de ça, mais je comprends l'aspect technique pour faire ça. Maintenant, moi j'aime bien que les gens comme Lee conscientisent. Ils se disent, pour moi, c'est un des paradoxes, hein, l'hypnose doit permettre de faire émerger du subconscient vers le conscient. Donc, conscientiser les choses pour qu'après, le conscient puisse réorienter vers le subconscient les réponses et les orientations qu'il veut prendre. C'est un vrai échange, c'est un vrai dialogue. Ce n'est pas juste un changement subconscient sans que le conscient s'en rende compte ou un changement conscient sans que le subconscient valide. Pour moi, il y a toujours cet équilibre. Du coup, la notion d'oubli peut parfois effectivement être un peu un simplificateur, mais peut aussi devenir un problème si la personne revient et ne se souvient même pas de ce qu'elle nous a dit. Moi, j'ai eu des cas incroyables où la personne m'a dit des trucs, mais folles, en fin de session, et je dis, bon, tu t'en souviendras pour les prochaines, et qu'elle a quand même oublié, alors que c'était le cœur de toute sa problématique. Oui. Et tu dis, quand tu n'as pas envie ou quand ton esprit n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Quoi. Quand le système, il y avait plein de choses qui faisaient que ça s'est passé. Hein. Mais quand tu dis ça, tu dis, ouais, alors s'il y a des choses qui doivent être oubliées, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de le suggérer. Hein. Ce qui doit être oublié sera oublié. Hein. Justement, il y a peut-être aussi une autre raison, mais peut-être tu peux confirmer si tu as entendu la même chose. Mais il y a très longtemps, où je me plaignais à la National Guild justement que j'aimais pas cette idée qu'Erikson faisait oublier. Quelqu'un m'a dit, mais tu sais, il y avait un moment où Erikson travaillait dans un des États, des États-Unis, où les lois étaient différentes et même les professionnels médicaux n'avaient pas le droit de pratiquer hypnose. Donc, ce qu'il faisait apparemment, c'était de faire toute une séance hypnose et faire boucler pour que la personne sortait en disant quand est-ce qu'on commence l'hypnose et c'était déjà fait. Est-ce que tu as entendu ça? J'ai bien entendu ces histoires. Je ne sais pas du tout s'il y a du réel ou pas dessus. Sachant que. Ah, mais oui. Et je ne t'ai pas envoyé le bouquin de Roy Hunter, mais où ça parle de l'histoire d'hypnose aux US. Mais
il y a quand même des éléments où tu vois que effectivement, cette problématique, elle a pu exister, mais chez les médicaux, je ne crois pas. Tu vois, vraiment, là où il y a eu des problèmes, c'est vraiment les lay hypnotistes, hein, les laïcs. D'ailleurs, tu sais que le mot lay hypnotiste, c'était créé par Milton Erickson. Ah bon? C'est Milton qui est le premier à avoir sorti ça. Ah. Pour différencier les medical hypnotistes des lay hypnotistes. Et donc, pour commencer la confrontation entre les deux, 58, je crois que ça a été sorti la première fois. Donc, mais je pense qu'en hypnose médicale, il y avait moins de problèmes. Par contre, il est possible que d'autres hypnos, sachant que ça a été une vraie guerre dans différents États pour tenter de faire reconnaître le statut d'hypno, il est possible que des gars qui ne soient pas Erickson et qui ne soient pas du médical aient fait ça dans cette idée-là. Tu vois, et vu que tu l'as eu à la NGH et que la NGH est plutôt les hypnotistes, peut-être que eux, ils ont plus cette info-là. Venant des lazy hypnotistes que d'Erickson, sachant qu'Erickson et les lazy hypnotistes, c'était pas la grande fête. Et on va s'arrêter là pour l'instant pour cette partie sur les coups. Mais on va reprendre de toute façon, on a encore quelques éléments que José recadre et comme ça nous permet aussi de vous recadrer et de vous repartager un petit peu nos connaissances sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be One, à très vite.